pourrait être et quels sont les outils, on va dire, à disposition pour on va dire, anticiper ou l'accompagnement ou la préparation de la retraite. Donc ça n'a pas vocation à être complètement forcément exhaustif. Je présente quelques exemples ou modalités, en tout cas celles qui existent soit dans le régime général, soit dans le système des IEG. Donc après, la présentation est relativement courte, et après la possibilité, on peut échanger bien sûr autour de ça, donc ça certainement moins, peut-être étendu que ce qu'on a pu évoquer mardi, où on est rentré un petit peu dans le détail des choses. Ce que je vous propose en tous les cas, c'est peut-être de réaborder ou de vous présenter la retraite progressive, parce que je pense que c'est un outil qui est, je pense en France, relativement peu utilisé. Peut-être parce qu'il est peu connu, en définitive. Il a été un petit peu remis en exergue avec la réforme de 2014. Donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez en avoir connaissance. Donc en fait, le principe globalement de la pré-retraite progressive, que certains ont pu connaître par les années passées sous des formes un petit peu plus collectives. Là, on est sur des dispositifs individuels. Ça peut être aussi porté par des accords collectifs, mais on a la possibilité de le faire à titre individuel. Donc le principe, c'est que tout salarié qui atteint en fait l'âge de départ en retraite, ou qui a la possibilité, qui atteint l'âge légal de départ en retraite, peut effectivement poursuivre en fait son activité professionnelle à temps partiel au sein de l'entreprise, et tout en bénéficiant d'une partie de sa pension dans le régime dont il relève, donc là en l'occurrence le régime général. Donc ce sera à la fois la sécurité sociale et les retraites complémentaires. Et donc la condition, c'est effectivement que vous soyez, ou que les personnes soient vraiment effectivement en capacité et éligibles déjà, d'ores et déjà à une pension. Je vous pose une question, on peut vous interrompre Oui, allez-y. Oui. Parce que là, il y a un l'âge légal de départ en retraite, en régime général, ça veut dire 62 ans. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. On peut être à l'âge légal sans avoir son taux plein. Donc ça s'applique même si on n'a pas le taux plein. Oui, normalement, oui. C'est à l'âge légal. Oui, tout à fait. Et le fait qu'on continue à être salarié à mi-temps fait qu'on peut continuer à accumuler des trimestres pour aller jusqu'au taux plein. Exactement. L'intérêt de ce genre de dispositif, c'est qu'effectivement, à la différence de prendre sa retraite et de faire du cumul emploi-retraite, par exemple, c'est que la personne peut continuer à cotiser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant. Encore une fois, c'est vrai que ça sous-entend qu'on ait atteint l'âge requis, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à certains moments. Donc l'âge requis, c'est le plus élevé des âges requis. Alors, en fait, là, voilà les conditions qui sont exigées par la loi. Donc, il y a 3 conditions qui sont requises: l'âge, la durée d'assurance et l'activité professionnelle, en fait. Donc, en fait, il y a quand même une contrainte, on va dire, d'avoir au moins 60 ans, et d'avoir au moins, effectivement, une durée d'assurance et de périodes qui sont reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres. Et donc on prend en compte évidemment tous les régimes obligatoires pour calculer cette durée de référence, confère ce que je vous ai dit, ce dont on parlait mardi. Et donc l'autre élément, c'est qu'effectivement la personne a la possibilité d'exercer une activité à temps partiel. Et donc là, il y a une plus grande souplesse avec la loi. La loi a ouvert un petit peu le dispositif, et donc on peut descendre en dessous de 40% en termes de temps partiel. Et donc, mais ça ne peut pas être effectivement supérieur à 80% d'un temps complet. Donc ça donne quand même une certaine souplesse en termes de, je dirais, de disposition, d'aménagement de temps de travail, de fin de carrière, etc. Donc là, c'est quelque chose qui peut être assez pertinent, en particulier quand il y a du transfert de connaissances à faire, quand il y a une activité technique, par exemple, qui requiert un temps de formation, par exemple, d'une personne qui va prendre le relais derrière et venir en remplacement. Donc c'est quand même quelque chose d'utile et qui
peut être aussi assez pertinent pour, on va dire, se préparer aussi pour la personne en question à un départ complet en retraite un an ou deux après. Donc les modalités de la demande, c'est effectivement de s'adresser au régime de retraite en question, donc la CNAV. Et donc il y a un certain nombre d'informations qui vont lui être demandées, en sachant que forcément le préalable, c'est de s'accorder avec son employeur pour enclencher ce type de dispositif, hein, puisque c'est sous la forme en fait individuelle que ça peut être mis en place. Et donc il y aura une adaptation, un avenant, on va dire, au contrat de travail, puisqu'on est finalement sous une forme de temps partiel, hein, même si on est dans le cadre très précis de la retraite progressive, mais un aménagement sous forme de temps partiel. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés à ce moment-là, mais c'est une des possibilités qui est offerte aujourd'hui. Enfin, c'est une possibilité qui est un peu réactivée par la loi de 2014, mais encore une fois, il faut effectivement, évidemment, avoir les conditions qui sont demandées par les textes, quoi. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Est-ce que ce genre de choses était quelque chose que vous aviez à l'esprit ou sur lequel... J'étais totalement ignorant de ce système. Ouais, ça confirme un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est quelque chose personne n'en parle de ça. C'est très peu connu. Ouais. Il faut avoir travaillé 37 annuités. Oui. Donc c'est pas... Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir liquider, voilà, dans des conditions... Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement voilà, la pérennité, combien de temps la personne compte après rester. Hein. Donc c'est vrai que nécessairement, il y aura à un moment donné une date butoir, une date que la personne se mettra en se disant ma cible c'est de partir environ à telle date, quel serait l'optimum pour partir, enfin l'optimum, en tout cas la date possible de départ ensuite, quoi. C'est un droit, donc c'est-à-dire que l'employeur chez qui on est ne peut qu'accepter ce système-là. C'est un accord des deux parties. Donc c'est soumis également à l'accord de l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Et si on n'a pas les 150 trimestres, on peut racheter des trimestres pour les atteindre, et c'est valable du coup? Ça, vous me posez une colle, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas étudié encore suffisamment le dispositif, mais est-ce qu'au moment où vous faites, la personne fait sa demande et qu'elle n'a pas racheté, qu'elle n'a donc pas les 150, est-ce que ça... Il faudrait examiner le cas. Hein. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ça, je peux regarder ça, effectivement. Et le temps partiel avec l'employeur peut être sur une base hebdomadaire, mensuelle, ça combien? Ça, les textes pour l'instant sont assez larges là-dessus, donc je pense que ça reste quelque chose de tout à fait, encore une fois, aménageable dans le cadre du contrat de travail. Quand on lit le salarié n'exerce plus aucune autre activité professionnelle, il peut rester, alors je ne sais pas si c'est pas votre sujet, mais il peut rester auto-entrepreneur en parallèle ou... Alors, il peut rester, enfin, a priori, moi, dans cette situation-là, le salarié est déjà dans une entreprise. La seule chose, c'est qu'il demande à son employeur finalement de passer à temps partiel avant, dans une optique de prendre sa retraite complète dans un an, dans 2 ans, par exemple. Donc pour moi, il n'est pas auto-entrepreneur. En fait, il réduit son temps de travail. La différence, c'est qu'au lieu d'être, par exemple, si je prends l'exemple de 80%, au lieu d'être à 80% et de ne rien avoir par ailleurs, là, il bénéficie des 80% de son salaire, plus les 20%, on va dire le complément, le calcul, le prorata, la quote-part de sa retraite sur le temps, finalement, qu'il n'exerce pas dans l'entreprise. Et c'est calculé forcément prorata de sa pension, c'est-à-dire, pour faire un simple, il aura, on va dire, schématiquement 20% de sa pension, au lieu d'avoir 100%. Il est encore à 80% d'activité. C'est les pensions CNAV, AGIRCARCO. Oui. Je pose une question. Une personne qui est à 2 ans de la retraite complète, oui. Il doit faire au moins 2 ans de temps partiel pour pouvoir obtenir sa... Oui. Je crois que c'est ça. Oui. La cotisation, c'est à 50%. S'il est à 1 an de la retraite, disons, il doit travailler à temps partiel à 50%, minimum 2 ans, pour pouvoir avoir cette oui, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire en fait, quand on fait ça, c'est en général pour dire on va aller jusqu'à la possibilité d'avoir sa retraite à taux plein, sauf qu'au lieu de partir
c'est un départ, on va dire, qui se fait progressivement, puisque la personne réduit son activité, mais ça lui permet effectivement de continuer à travailler plus longtemps, continuer d'acquérir des droits, et effectivement peut partir avec une retraite qui va être calculée sur des bases un peu différentes. C'est vrai que là, la nouveauté en fait, de la loi, maintenant, c'est effectivement dès 60 ans. Alors, ça a été abaissé à 60 ans, alors qu'avant, c'était 62 ans. Donc ça donne quand même, du coup, cette marge pour aller jusqu'à ces 62 ans minimum, qui sont requis maintenant dans le régime général. Sauf anticipation et carrière longue. Parce qu'en fait, pendant toute cette période de temps partiel, il va falloir que tous les ans, il justifie auprès de la caisse qu'il est bien à temps partiel, pour pouvoir continuer à bénéficier de la quote-part de sa pension. Donc il y a quand même un contrôle, et ce qui est tout à fait normal, de l'existence et de la poursuite de ce temps partiel. Et donc au moment où il va arrêter, où la personne va prendre sa pension complète, ils vont vérifier effectivement qu'il y a bien un arrêt de cette activité. Et en ce qui concerne les cotisations, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est une période pendant lesquelles la personne continue d'acquérir des droits, et donc la pension va être recalculée, la pension définitive, on va dire, va être recalculée avec ces nouveaux droits qui se seront accumulés pendant cette période. Donc moi, je trouve que c'est un dispositif qui est loin d'être inintéressant. Les droits acquis seront au rata du temps qu'il fait au partiel. Oui, voilà, parce que vous continuez effectivement, et vous continuez à acquérir du temps, des points au niveau des retraites complémentaires, etc. Donc forcément, ils vont reconstituer, reprendre tout cela et recalculer les montants, le montant de votre pension en fonction de ça. Au niveau de la pension de la CNAV, qui est basée sur les 25 dernières années, si on est en temps partiel pendant 2 ans, on aura donc sur les 25 ans 2 années qui seront avec un salaire réduit de moitié. Oui, mais vous savez, vous avez l'histoire du plafond aussi de la sécurité sociale qui s'applique, donc selon le salaire. Alors après, ça va dépendre du salaire de la personne, mais comme de toute façon, c'est plafonné la tranche A, bon, faut voir, enfin, selon le cas, si ça peut jouer ou pas, quoi. Parce que de toute façon, il y a peut-être des cas où ça ne jouera pas du tout, quoi, ce problème-là. Puisque ça va jouer plutôt sur les retraites complémentaires. Ça joue sur l'argent qui est là. Voilà, exactement. Selon le niveau de salaire, exactement. Ouais. Moins de cotisation, mais on continue à cotiser au lieu de ça. Oui, exactement. Ben oui, à un moment donné, bon, voilà, c'est... La retraite neuve, si c'est les 25 meilleures années, on aura 2 années Mais comme c'est tronqué par le... Ils seront avec un salaire de temps partiel. Oui, alors ça dépend de votre temps partiel, encore une fois. Si vous êtes à un temps partiel de 80%, mettons, bon, ça peut peut-être pas avoir un gros impact. Et puis, le deuxième paramètre, c'est le niveau de salaire que la personne a. Parce que c'est vrai que voilà, le plafond de la sécurité sociale pour 2016, c'est 38 600 €, quoi. Bon, la tranche A. Donc, sur ces périodes-là, après, il faut voir. Si vous êtes au-dessus de ce plafond-là, il n'y a pas vraiment de problématique, quoi. Après, c'est les calculs de plafond aussi en fonction du temps partiel, effectivement. Pour attiser. Voilà. Donc voilà pour déjà ce premier dispositif. Donc là, on est dans le régime général. Alors c'est vrai que la loi ne prévoit pas, concrètement, ça n'est pas applicable dans les IEG. Parce que les raisons, je dois dire que les raisons, moi, je ne sais pas pourquoi le législateur l'a pensé comme ça, j'ignore, hein. Mais en tous les cas, ça ne s'applique pas aujourd'hui dans le système des IEG. En revanche, il y a un autre système pour les IEG. Donc, effectivement, le dispositif est ouvert aux salariés statutaires IEG. Donc, alors, encore une fois, c'est un dispositif qui est pas, on va dire, structurel, hein. C'est proposé par des entreprises IEG à certains moments. Ça n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce sont des décisions qui sont prises par l'employeur à une certaine période. Voilà. Donc il se trouve que sur une JSA, ça fait... c'est pas la première fois, on va dire comme ça, que c'est appliqué. Il y a eu dans le passé d'autres périodes où ça s'est trouvé mis en œuvre. Je précise le contexte parce qu'en général, quand la décision est prise, c'est pour une durée déterminée.
Donc c'est pris pour une année en particulier. Et voilà, donc les gens rentrent dans le dispositif pendant la période qui est couverte par ce dispositif. Et après, quand, admettons, c'est le cas en ce moment, en 2016, il y a ce dispositif, 2017, il n'y aura peut-être pas. Et en tous les cas, les gens qui sont éligibles et qui peuvent être intéressés doivent effectivement se manifester maintenant. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, le système existera encore. Voilà. Je veux vraiment être très clair là-dessus parce que, ça n'est pas automatique. Et puis vous allez voir juste après, effectivement, il y a quand même des conditions pour pouvoir entrer dans ce schéma. En particulier pour la personne, si elle part en congé fin de carrière, en principe c'est pour 3 ans maximum, y compris la période de congé et de CET, hein, voilà, congé compté par mi-temps. Donc voilà, donc il y a, en fait ça veut dire qu'à la fin de son CFC, elle partira en retraite. Voilà. Et donc pour partir en retraite, ça suppose que effectivement soit elle a atteint son 62e anniversaire, soit elle a acquis suffisamment le nombre de trimestres pour bénéficier d'une carrière à taux plein, hein, dans les IEG. Donc, voilà, donc c'est, à la différence du schéma précédent, là on est complètement en arrêt d'activité pendant une période maximale de 3 ans. Bon, en principe, quand même, je vais être aussi très, très clair là-dessus, les personnes qui partent en CFC souvent sont sur des postes où on sait que potentiellement il n'y a pas forcément systématiquement de remplacement. Donc il y a des logiques aussi, un peu, ça facilite aussi. Voilà, il faut être très clair. C'est aussi à travers cela qu'il y a des adaptations qui peuvent et des ajustements qui peuvent être faits en termes de ressources, etc. Donc c'est, comment dire, il y a aussi il y a la condition de volontariat et il y a derrière le fait que pour l'organisation, il n'y a pas nécessairement un remplacement derrière. Ce qui peut être un peu différent dans le cas de la retraite progressive. Ce qui peut. Après, ça dépend dans quel contexte se mettent en place ces dispositifs. Mais je préfère le préciser quand même. Les modalités, donc précisément, donc la personne continue d'être salariée de l'entreprise pendant cette période-là, elle continue à acquérir des droits à sa retraite et continue à bénéficier un peu de tous les avantages et dispositifs type mutuel, les offres sociales, la prévoyance, la retraite supplémentaire et les avantages, on va dire, qui relèvent effectivement du régime des IEG. Et pendant cette période-là, donc là, c'est l'employeur qui prend à sa charge une allocation de CFC qui est versée mensuellement sur 13 mois, qui correspond à 70% de la rémunération principale. Donc c'est, par rapport à ce que je disais précédemment, au précédent atelier, c'est le salaire fixe ou le salaire de base, donc c'est hors périphérique, variable, etc. Donc c'est calculé sur cet élément-là. À cela s'ajoute une allocation annuelle qui correspond à 70% de la rémunération variable des 2 exercices précédents et également un prorata de l'intéressement pendant la période. Et ensuite vous avez bien sûr, comme c'est du salaire, c'est une allocation mais c'est quand même du salaire, donc c'est soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt. Voilà ce dispositif. Une question. Ouais. Une question. Oui, pardon. Oui. En fait, ça, c'est le dispositif actuel qui est ouvert pour quelle période? Alors, c'est sur l'exercice de mémoire. Là, c'est à compter du début 2016. Je crois que c'est au maximum jusque mars 2017. Parce qu'effectivement, dans les modalités, ça pourrait être ce principe-là, mais je crois que la durée a changé, par exemple. Je crois qu'on est allé jusqu'à 4 ans. Donc précédemment, on est allé jusqu'à 4 ans. C'est exact. Et en 2017, peut-être que ça va changer, ce sera plus de 2 ans. Donc c'est un dispositif qui est proposé par l'entreprise, c'est pas de la réglementation, ça ne résulte pas d'un texte de loi. Absolument. Et on est bien d'accord que c'est NJSA. Exactement. C'est pas NJEP. Ah. C'est pour ça que excusez-moi, je me permets de préciser. Absolument. C'est pas applicable à NJEP. Donc c'est Non. C'est pour ça que j'insiste aussi sur Non, ça vaut la peine de préciser dans quel périmètre ça se passe,
si tu Je veux. l'ai Ouais. mis ici. Non, mais NGSA, pour l'instant, Ah oui. pour beaucoup de gens, c'est le groupe. Tu vois. Ah oui, d'accord. Pardon. Ok. Ok. Tout à fait. Donc c'est vraiment les salariés qui sont sur NJSA pour en parler, la maison mère. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce dispositif. Donc, par rapport au compte épargne-temps, vous avez un petit peu là qui est avec un gouvernement aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand la personne opte pour un CFC, on va décompter, admettons qu'elle ait 6 mois de CFC, de congé compte épargne-temps, on va considérer que les 6 mois sont inclus dans sa période de CFC, même si pendant ce temps-là, elle sera en CET, et on va considérer que, comment dire, on va faire un compte à rebours et on va dire, bah, étant donné votre date de départ probable en retraite, par exemple, votre CFC sera de maximum, mettons, 2 ans. À l'intérieur de ces 2 années, il y aura les 6 mois de CET. Au régime du compte épargne-temps. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, s'il y a des congés aussi, on demandera à la personne de les solder aussi à ce moment-là. Et pendant la période qui correspond au CET, il sera payé Comme le CET. dans Dans le cadre de, oui, dans le cadre de la rémunération qui est prévue pour le CET. Oui. Pendant cette période où il est payé à 100%, bon, évidemment, en fait, les 3 ans seront diminués de cette période, Oui, pendant laquelle il sera payé à 100%. Mm. D'accord. oui. C'est ça. Donc là, pendant cette période-là, ben, la personne, voilà, elle est vraiment là, elle n'est pas encore en retraite. Donc elle est en activité, elle n'a plus d'activité professionnelle, on va dire. Elle perçoit une allocation. Pendant la période où il est en CET, son salaire, effectivement, est payé à 100%. Par contre, les rémunérations accessoires, là, les variables, elles seront payées à 70%. Non. Donc, il n'aura rien. Bah, là, après, vous savez que le variable, ça s'applique en fonction de l'activité, des objectifs, etc. Donc ça s'applique, ça se calcule par rapport à la période antérieure. Donc si la personne prend un CET pendant 6 mois, en principe, effectivement, son variable, il va être calculé au prorata du temps d'activité voilà, précis, quoi. Donc il se peut très bien, pendant la période de CET, concrètement, elle se passe entre le 1er janvier et le 30 juin, son premier semestre. Le variable, en principe, est payé en mars, voilà, février-mars, fin mars. Donc forcément, ce variable-là, il porte sur l'année d'avant. Donc là, effectivement, il va toucher le variable tout à fait normalement. Mais en principe, effectivement, les 6 mois en question ne sont pas éligibles après à du variable, puisqu'il n'y a pas d'objectif. Hein. La personne est dans le compte épargne-temps, donc ce n'est pas associé à une réalisation d'objectifs particuliers, donc elle ne percevra pas de variable ultérieurement. Hein. Voilà. Si je peux prendre un exemple, imaginez une année complète sur laquelle on va calculer votre bonus. Vous prenez un CET sur les 6 derniers mois. Prenez là, comme le bonus est calculé sur votre performance, il va être calculé que sur les 6 premiers mois, hein, sur l'année suivante. Voilà, ça peut avoir un impact. Bon, mais c'est vrai qu'après, ce qu'on va regarder effectivement là, sur les 2 exercices qui précèdent, on va les reconstituer, on va regarder quelles sont les variables qui ont été perçues les 2 années qui précèdent, ou juste l'année en cours plus l'année qui précède, pour voir effectivement de quel niveau sera cette moyenne et qui sera proratisée pardon, à 70%. Ce sera remis à 70%. Et la personne touchera effectivement une allocation systématiquement chaque année de 70% sur cette moyenne des 2 variables. Est-ce que l'employeur, donc NJ, a le droit de rappeler le salarié de congé de fin de carrière s'il y a une reprise forte d'activité et besoin de personnel? Non. Quand la personne est partie, elle est partie. Ouais. C'est un statut bien particulier, effectivement. Ça paraît bizarre parce que je me souviens très bien quand il y a eu des problèmes au niveau électrique, ils ont fait revenir des retraités pour pouvoir remonter les pylônes. Je pense que ça c'est volontaire. En 99, c'était des volontaires. Alors, si c'est Il y a un des spectateurs qui dans le cas de tempête, ils font de même. Ils sont accueillis comme des sauveurs. Il y a eu des indemnités qui ont été payées, c'était des indemnités liées à des frais. Hein, donc il n'y a pas eu de salaire, c'était vraiment sur le volontariat. Donc c'était un beau moment. Ils peuvent faire appel comme des appels. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais j'imagine que la question c'était est-ce qu'on peut revenir travailler.
Oui, c'est ça. Et puis être payé. Non, la personne est vraiment après, en dehors de l'entreprise, on va dire, elle est chez elle, voilà, donc... Je peux voyager. Pardon. Après, chacun fait... J'ai déjà vu des contrats qui s'appellent dispense d'activité dans d'autres entreprises, et effectivement, le salarié peut être appelé si l'activité du service nécessite... à ce moment-là, on repasse à 100%. Ouais. Non, mais là, c'est pas du tout l'esprit, effectivement. L'esprit est un peu différent. Voilà. Donc, c'est une possibilité, mais là, c'est vrai que c'est à l'initiative de l'employeur. Après, une fois que le dispositif est mis en place, c'est le salarié qui peut se porter volontaire si, effectivement, il rentre dans les conditions d'éligibilité. Alors après, on va arriver sur quelque chose d'un dispositif très particulier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens concernés ici. Bon, je l'évoque assez rapidement, mais... On a quelques personnes qui... Vous avez quelques personnes, d'ailleurs, d'accord. Donc là, ce sont les cas de départ anticipé aux IEG. Encore une fois, là, on est sur le cas du statut des IEG, les parents de 3 enfants et plus. Alors ça, c'est dans... Pourquoi on parle de ça maintenant? C'est que le dispositif d'anticipation s'arrête au 1er janvier 2017. Et, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui, potentiellement éligibles à ce dispositif, réfléchissent à la possibilité effectivement de partir maintenant. Et donc ce dispositif, quel est-il? Eh bien c'est quand le salarié en fait a une activité minimale de 15 ans de service au niveau des IEG, que par ailleurs, il a effectivement les enfants, 3 enfants, il a donc élevé des enfants, et qu'il a interrompu ou réduit son activité à chacun de ses enfants, la personne peut effectivement partir dans des conditions, on va dire, intéressantes, plus tôt, et donc ne pas attendre la date ou les dates, la date et la durée d'assurance qui est requise normalement. On peut partir beaucoup plus tôt. Et effectivement, les paramètres de calcul vont changer à partir du 1er janvier 2017. Ça, c'est dans le cadre des réformes, je dirais, de 2010, qui ont peu à peu, supprimé ou révisé un certain nombre de conditions d'anticipation au niveau des départs en retraite, d'une manière générale. Et donc, le système particulier au niveau des IEG d'anticipation pour des départ en retraite pour des parents de 3 enfants et plus a été revu à cette occasion-là. Et donc, plus précisément, en fait, les personnes peuvent avoir intérêt à partir dès maintenant en retraite parce qu'elles vont toucher une pension pas forcément meilleure, plus favorable, parce que les conditions de calcul vont être plus favorables que si elle attend de partir dans les conditions futures, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va lui appliquer, à partir du moment où la personne a des conditions requises. Là, j'ai pris un exemple. On va lui appliquer, en fait, les paramètres de calcul qui sont actuellement en vigueur pour ce cas en particulier. Donc si, là j'ai mis juste un exemple d'une personne qui est née en juillet 73, qui a eu 3 enfants, qui sont nés en 2003, 2005 et 2010, et donc pour lesquels en fait elle a eu une interruption totale d'activité, et par ailleurs elle a bien 15 ans d'activité minimale requise voilà, au 21 juin 2011. Donc en principe cette personne-là, en principe, elle a, dans ce descriptif de situation, elle a les conditions requises pour partir, donc sans effectivement avoir la condition d'âge, les 60 ans ou 62 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau que je vous ai présenté mardi. Donc là, elle a le droit de partir, peu importe la condition d'âge, puisque en fait, elle réunit les conditions qui sont requises dans le cadre de ces dispositifs. Et donc là, en fait, à cette date-là, donc il y a un certain nombre de paramètres de liquidation qui sont prévus. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais simplement pour vous donner quelques éclairages. Donc là, la personne a la possibilité, par exemple, de partir à partir du 21 juin 2011. À cette date, elle aura une durée requise de 156 trimestres.
et un taux de décote de 0,125%. Et en plus avec une particularité, donc avec l'âge d'annulation de la décote qui est fixé donc à 58 ans. Donc ça c'est encore une règle un peu particulière aux IEG. Alors que si elle part un peu plus tard, donc c'est toujours le même cas de figure, c'est toujours la même situation de la personne, le même cas. Si elle décide de partir plus tard, dans ce cas-là, en fait, les règles qui vont s'appliquer pour elle, ce sera à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire que quand elle décidera de partir, de toute façon, peu importe le moment où elle partira, admettons qu'elle décide de partir en 2020, on dira de toute façon, la CNIEJ, la réglementation, c'est d'aller regarder quelles sont les conditions requises à 60 ans. Or, à 60 ans, étant donné qu'elle est née en 73, et donc en 2033, il lui faudra 172 trimestres. Donc en fait, les paramètres de calcul pour elle vont changer. Donc il lui faudra 172 trimestres, et de surcroît, elle aura un taux de décote de 1,25%. Donc voilà pourquoi, si jamais vous entendez parler de ces cas-là autour de vous, la règle, c'est ça, le principe c'est ça. C'est que effectivement les personnes vont avoir à arbitrer entre est-ce que je fais un départ maintenant dans les conditions qui sont celles-ci, donc plus intéressantes en termes de paramètres de calcul, avec quand même la contrepartie, c'est de ne plus pouvoir cumuler des points retraite si la personne continue à exercer une activité professionnelle ailleurs. Puisque vous savez que depuis le 1er janvier 2015, on peut travailler, faire un cumul emploi-retraite, mais il n'y aura plus la possibilité de régénérer des droits derrière. Donc ça veut dire que ça fiche quand même des choses. Donc c'est quand même un élément de décision non négligeable. Ça veut dire qu'on cotise à la retraite à perte? Oui. Okay. Et on peut ne pas cotiser? Non. Non, vous serez obligatoirement, et votre employeur et vous-même, vous cotiserez. Quel que soit le régime où vous irez, soit un régime général ou un régime autre, vous cotiserez. Vous ne pouvez pas être exclu du champ des cotisations. Non, ça ne marche pas comme ça. L'employeur, il paye un auto-entrepreneur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, à la limite, partira, pourra partir, de nouveau, quand elle devra exercer son droit de pension, sa liquidation de pension, on va lui appliquer les paramètres qui s'appliquent à elle à 60 ans. Donc, il y a deux cas de figure, en fait. Soit elle a les conditions requises, qui sont ici. Elle décide de partir avant 2017, donc tout va bien. Soit elle dit, je conserve mes paramètres, et donc je pourrais partir de façon anticipée, sauf que le calcul qui sera appliqué pour elle lui sera moins favorable, puisqu'on va lui appliquer les fameux 172 trimestres, dans mon exemple. Elle pourra partir de façon anticipée, elle ne sera pas obligée d'attendre 60 ans, mais on va lui appliquer les règles de calcul comme si elle allait jusqu'à 60 ans. Et on va lui dire, madame, il vous faut 172 trimestres. Et donc vous aurez un taux de décote. C'est comme le cas qui vient d'être dit par Camille, là. C'est-à-dire que si une personne réunit les conditions l'année prochaine, elle peut quand même partir. Non, il faut qu'elle réunisse les conditions avant le 1er janvier. D'accord. Dans tous les cas. Dans tous les cas. La date butoir est vraiment très importante, c'est avant le 31 décembre 2016. Si vous n'avez pas, bad luck, vous n'avez même pas à vous poser la question, vous êtes sur le régime général classique et il ne faut pas y penser. Pas la peine. C'est vraiment trop tard. C'est avec chaud.